pom chi, pom pom chin chi, pom chi, pom pom chi chi, pom chi, pom chi, pom chi. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril et nous recevons dans notre maison de quartier La Pilotière un auteur célèbre de littérature jeunesse, Richard Marnet. Bonjour Richard. Vous exposez actuellement à La Pilotière des sculptures issues de vos livres. Comment avez-vous procédé pour choisir les œuvres que vous exposez ? Eh bien, bonjour, effectivement. Donc, j'expose en ce moment à La Pilotière une série de sculptures qui, en fait, sont issues de l'album La Lumière allumée. Cet album, La Lumière allumée, a été sélectionné pour un prix important, un prix qui est national, qui s'appelle le Prix des Incorruptibles. Et donc, à cette occasion, cette exposition circule beaucoup dans les médiathèques, les salons du livre, les centres de loisirs. Cette exposition, en fait, on peut y retrouver des illustrations sous cadre, on peut y trouver des automates, c'est-à-dire des petits jouets en bois que j'ai fabriqués, des grandes façades de maisons qui sont peints, qui sont fabriqués à la main, qui sont peints à la main, en bas-relief, et qui permettent comme ça d'animer un espace. Ces façades de maisons, on les retrouve dans le livre. Comment avez-vous réalisé La Lumière allumée ? La Lumière allumée, c'est un projet qui me vient de 4 ou 5 pistes différentes. Parfois, pour inventer une histoire, on trouve une idée qu'on développe. Et là, j'en ai trouvé 4 ou 5. La première, c'était un copain architecte qui se plaignait beaucoup parce qu'en fait, on l'empêche souvent de construire les maisons un peu farfelues qu'il a en tête. Parce qu'en France, on a des normes. C'est bien qu'on en ait quelques-unes, mais parfois, dans certains quartiers, on pourrait permettre un peu de fantaisie et on lui empêche de construire des maisons trop originales. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai dans ma famille un père qui râle beaucoup. C'est ce que j'explique aux enfants quand je viens les voir. Peut-être que tout à l'heure, je vous expliquerai la même chose. Et ce papa qui râle beaucoup, c'est quelqu'un qui a toujours de bonnes raisons de râler, mais qui ne trouve peu de solutions, qui ne cherche pas à résoudre ses problèmes, qui préfère être patauger dans ses problèmes plutôt que de résoudre ses problèmes. Et puis, il y a encore deux choses. Il y a un jour, j'ai entendu à la radio une petite phrase de Lao Tse, c'est un sage chinois, qui a dit qu'il valait mieux allumer une petite bougie que d'hurler contre les ténèbres. Alors ça veut dire en gros qu'il vaut mieux allumer une petite lampe quand on est dans le noir que de râler contre le noir. Parce que quand tu es dans le noir, tu peux dire « Ah, j'en ai marre qu'il fasse nuit !» C'est pas ça qui fera venir de la lumière. Alors que trouver des idées, avoir un peu d'espoir et allumer une petite lumière, c'est, ma foi, le plus constructif. Tu vois ? Et puis la dernière chose, c'est qu'un jour, en rentrant dans une école, dans une école tout court, j'ai vu que des enfants dessinaient j'ai demandé aux enfants de dessiner leur famille et il y en a un qui a dessiné une maison, comme le font souvent les enfants, avec un carré, un triangle pour le toit, 2 fenêtres rectangulaires et une porte au milieu. Et cette maison qui représentait sa famille, j'ai trouvé qu'elle avait un peu les mêmes attributs qu'un visage, donc 2 yeux et une bouche. Et donc je me suis dit qu'on pourrait réussir à écrire une histoire uniquement en utilisant des façades de maison. Et si tu regardes bien dans le livre La Lumière allumée, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage qui bouge, il n'y a pas de personnage ni lapin, ni humain. Ce ne sont que des façades de maison qui normalement sont des façades de maison statiques, figées. Et malgré tout, personne ne s'en aperçoit. Ça pose de problème à personne. Parce que du coup, tout le monde peut se projeter dans le livre. C'était un des buts du livre aussi. Et pour votre livre robot, avez-vous d'abord dessiné les robots ou construit les robots avec des morceaux de bois ? Alors les robots Super Bric-à-Brac, c'est un cheminement particulier. Si j'avais commencé par dessiner les robots, il aurait fallu que je passe des années à trouver les objets qui correspondent à mes dessins. Pour une fois, j'ai fait l'inverse. Au lieu d'inventer une histoire et de confier cette histoire à un illustrateur, j'ai déjà inventé des personnages, j'ai déjà créé des personnages. Et pour créer ces personnages, j'ai pas voulu trop réfléchir. J'ai juste voulu fabriquer des robots parce qu'ils sont tout puissants, parce qu'ils sont interchangeables, parce qu'ils sont éternels, contrairement à nous. Et au lieu de les faire en métal, solides et indestructibles, j'ai choisi de les faire avec des objets ridicules
en bois, pour que justement ça vienne parler non pas de la robotique, mais de notre nature humaine. C'était ça qui m'intéressait. Et donc à ce moment-là, je suis allé chercher dans mon grenier, dans la cave, des planches à pain, des petits objets ridicules en bois, comme des petits sabots qu'on met, comment on appelle ça, des bibelots, des rouleaux à pâtisserie, à Emmaüs, dans les brocantes. Pendant 2 ans, j'ai glané des objets. Et puis ensuite, par assemblage, en les vissant et en les collant, j'ai monté mes robots. Quel est votre robot préféré? Oh, mon robot préféré, c'est Atomic Planche à Pain, sans nul doute. Ouais. D'accord. Parce que c'est celui qui se rapproche le plus de Goldorak. Pourquoi avoir choisi de représenter des robots? Donc j'ai choisi de représenter des robots pour les raisons que je te disais. C'est-à-dire que au tout départ, mon fils qui avait 4 ans et demi est venu me voir un jour et il m'a demandé « Papa, est-ce que je vais mourir moi aussi ?» À cette même période, vers 4 ans et demi, 5 ans, lui et ses copains étaient passionnés, vraiment émerveillés par les tractopelles, les pelleteuses, les transformers, tous ces objets motorisés très puissants. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant entre la peur, la conscience qu'un être humain prend soudain qu'il va tomber malade, qu'il va vieillir, qu'il va mourir lui aussi, et cette fascination pour les pelleteuses, et les tractopelles et les robots. Et donc j'ai mélangé les deux, et c'est devenu le super Becrabrave. Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire des livres? L'élément principal qui me donne envie d'écrire des livres, c'est que j'ai envie de vivre justement le fait d'écrire. Qu'est-ce que c'est que d'écrire? Qu'est-ce que c'est que de créer? J'ai envie de vivre ce cheminement de création, où tu pars d'une petite piste, d'une petite idée, de quelque chose qui te touche, et puis tu creuses, tu tires un fil rouge comme ça, tu sais pas forcément où tu vas aller, parfois ça s'arrête, le fil rouge se casse, et puis parfois tout au bout du fil, il y a la fin de l'histoire et tu tiens une histoire. Ça m'intéresse de vivre ça, de vivre ce qu'on appelle le processus créatif. C'est la première raison. Quand j'étais petit, j'ai connu... ma mère faisait de la peinture, vraiment beaucoup à l'époque. J'avais découvert Van Gogh, qui est un peintre complètement envahi par sa peinture. Et je trouve que c'était intéressant comme vie que d'être comme ça, envahi par une passion. Maintenant, je le suis certainement moins que Van Gogh. Et puis j'essaye aussi d'avoir une relation sociale. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, un petit peu ours. J'ai quand même une sensibilité. Elle n'est pas toujours très claire, et d'écrire des livres, ça me permet aussi de clarifier ma sensibilité et puis d'interagir avec les autres. Si j'écrivais pas des livres, je serais pas là aujourd'hui avec vous. Il y en a qui font de la politique, il y en a qui sont... les artistes, ils essayent de développer leurs idées à travers des histoires. Est-ce qu'il vous arrive de voyager dans d'autres pays pour présenter vos livres? Ah, tout à fait. Alors j'ai des livres qui sont traduits en russe, en américain, en coréen, en espagnol, en portugais, et puis en chinois. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller très loin. Je suis allé en Suisse, en Belgique, dans des pays francophones jusqu'à présent, pour présenter mes livres. Je suis pas encore une star internationale, mais ça va pas tarder. Et pourquoi voyager dans d'autres pays? Ah, mais parce qu'on vous paye le voyage. Tu vois, il y a quelqu'un qui te dit vous pouvez venir visiter le Japon, on vous offre le voyage, l'hôtel, et vous êtes payé pour dire des âneries dans un micro. C'est parfait. Qui refuserait? Puis c'est l'occasion d'aller voir un petit peu comment c'est ailleurs, c'est toujours intéressant. Que mangez-vous le matin? Qu'est-ce que je mange le matin? Le matin, je prends, dès que je me lève, 2 verres d'eau de 250 ml d'eau fraîche précisément. Ce qui représente déjà 1 demi-litre d'eau. Sachant que dans la journée, on est censé boire 1,5 litre. Déjà 1/3 de mes ressources journalières qui sont assurées par ce geste. Donc 2 grands verres d'eau, suivis d'un café, parfois 2, et d'une tartine, plus ou moins beurrée. Comment êtes-vous devenu auteur de livres? Eh bien, comment je suis devenu? En le faisant. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut, quel que soit le rêve qu'on a, l'envie, la passion qu'on puisse avoir, il n'y a qu'en faisant qu'on arrive à avancer. Alors parfois, on fait n'importe quoi, on se trompe, on recule, on doit renouveler son ouvrage, et on doit recommencer parfois. Mais l'idée, c'est que si tu veux écrire, c'est en écrivant que tu deviens écrivain.
Tu ne peux pas savoir à l'avance ce que tu vas faire. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils vont faire de grandes choses et qui, jusqu'à leur mort, sont persuadés qu'ils vont faire de grandes choses, mais qui font jamais rien. Je préfère essayer de faire des choses, même si parfois c'est pas réussi, et au moins j'assume ce que j'ai fait. Pourquoi avez-vous voulu devenir auteur de livres? Eh bien, j'ai voulu devenir auteur de livres pour vivre un processus créatif, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir vivre ce que c'est qu'être artiste, et puis pour pouvoir partager avec les autres mon point de vue, ma sensibilité. Il y a peut-être même une troisième raison qui est que moi j'aime beaucoup la sculpture et les arts plastiques, mais ce sont des métiers, des processus artistiques très solitaires. Alors que quand on écrit une histoire, en général je ne suis pas l'illustrateur de mes histoires, et donc je rencontre d'autres personnes avec qui on a un lien fort et on a un bébé en commun à faire naître, et ça m'intéresse, de rencontrer d'autres artistes. Quel artiste vous inspire? Quels artistes m'inspirent? Eh bien, tous les artistes qu'on dit être dada, comme Duchamp par exemple, qui ont en fait une ouverture d'esprit très très grande par rapport à la créativité, qui mélange de la peinture, de la photographie, de l'objet, de l'écrit. Tous ces artistes-là me touchent plus particulièrement. Quels sont vos prochains projets? Alors en ce moment, je suis en train d'écrire une histoire d'un dinosaure qui joue du piano, mais je vous raconterai pas tout, sinon vous allez me piquer l'idée. Et en fait, si je peux quand même dire comment ça se construit. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que c'est une histoire que je voudrais faire réciter par quelqu'un, si possible grand corps malade. On va pas aller tant qu'à faire, autant faire un peu de flouze avec ça, et par un artiste qui slamerait, qui canterait, qui chanterait, qui poserait un flow sur mon texte. Donc j'écris des petites poésies en fait en ce moment qui forment une histoire. Merci Richard d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous vous souhaitons de réussir vos projets futurs. Avez-vous un dernier mot pour la fin? Bon appétit. Non, un dernier mot pour la fin. Bah pour la fin, non mais c'est une blague, c'est très bien, c'est parfait. Bravo. Merci. Merci. Pom chi, pom pom chin chin, pom chi, pom pom chi chi, pom chi, pom chi, pom chi.